Tu penses que Twitter va tenir sur du long terme ou que finalement, ces réseaux sociaux qui sont gigantesques aujourd'hui vont mourir parce que changement de paradigme? L'impossibilité de nouveaux réseaux, c'est tragique d'une certaine manière. Sur les dernières 10 années, on a vu des tentatives. Le modèle d'affaires de l'Internet, c'est un modèle qui est intégralement tourné autour de la vente de l'attention et de la publicité. C'est pas parce que c'est le meilleur modèle d'affaires, c'est parce que c'est le seul possible. Pourquoi on ferme? Parce que quand le modèle d'affaires, c'est la publicité, mon avantage compétitif, c'est la donnée que j'ai sur mes utilisateurs. On sait que des réseaux sociaux ouverts, ça donne des applications extraordinaires. Salut à tous, cette semaine dans Crypto Coulisses, j'interviewe Luc Deleritz, VC au sein de Re7 Labs. Luc gère un fonds de VC de 10 millions de dollars avec un focus sur la social fi, c'est-à-dire la fusion entre les réseaux sociaux et la finance décentralisée. Sa conviction, c'est que les réseaux sociaux tels qu'on les connaît, donc X, Instagram, LinkedIn, YouTube et j'en passe, vont être remplacés par des réseaux sociaux décentralisés où les développeurs pourront exprimer leur créativité pour repenser nos interactions en ligne en développant tout type d'applications. Avant que l'épisode ne commence, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir mon contenu et c'est parti pour l'interview avec Luc. Par rapport aux réseaux sociaux décentralisés aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens s'en foutent un peu de la privacy. Et du coup, en quoi la social fi, tu vois, c'est censé être révolutionnaire? Moi, je suis assez d'accord avec la proposition que les gens se foutent de la privacy. Ça fait partie de ces questions que tu peux analyser avec le filtre révélant les préférences proclamées, puis les préférences révélées. En fait, quand tu demandes aux gens de payer pour de la privacy ou de tolérer une expérience produit qui serait peut-être un peu moins bonne, en fait, ils veulent pas. Ouais, jamais les gens paieraient pour utiliser Facebook ou Twitter. Enfin, non, ouais. exactement. Et en tout cas, certainement pas pour la privacy. Il y a d'autres raisons de payer. Ouais. Et d'ailleurs, Twitter, je trouve, explore ces raisons de manière assez intéressante. Mais oui, la privacy, je pense, n'est pas une... En fait, c'est pas une propriété de produit qui intéresse les utilisateurs. D'ailleurs, moi, je mets dans la même catégorie la décentralisation. Les gens n'utilisent pas les produits parce qu'ils sont décentralisés ou centralisés. Ça fait partie du back-end et le back-end, ça n'intéresse personne. Et tu penses que ça arrivera un jour que les gens utiliseront des produits parce qu'ils sont décentralisés ou parce qu'ils respectent la privacy ou... Pour des cas d'usage bien précis, c'est-à-dire qu'en fait, les gens ne cherchent pas la privacy, ils cherchent la plausibilité, par exemple, dans des situations légales ou business un peu difficiles. Ça, c'est le business model de Signal, par exemple. Donc oui, tu peux imaginer des cas d'usage dans lesquels la privacy est un besoin, est un requis pour satisfaire un besoin utilisateur qui par ailleurs peut s'exprimer de manière très différente que privacy. Ok, parce que quand on parle de privacy, enfin, il y a différents types de privacy, mais là, pour un réseau social, c'est potentiellement, on vit dans un monde où, je sais pas, dans quelques années, tu auras tous tes messages privés que tu as échangés sur WhatsApp, Telegram, whatever, qui pourraient être révélés. Ouais. Et en plus, sortis de leur contexte, j'imagine même pas la bombe nucléaire que ça pourrait être, et à commencer par la politique, tu vois. Et c'est vrai qu'on peut imaginer des backdoors dans ce type d'application. Et là où la privacy, c'est là où elle pourrait devenir intéressante de dire, OK, tes données partagées ne t'appartiennent qu'à toi, et en aucun cas, elles pourraient être révélées au grand jour. Absolument. Et ça fait partie, tu fais bien de le mentionner, la question de la portabilité des données. Pour moi, c'est trois propriétés qui se tiennent assez fortement. Elles ne sont pas nécessaires, elles ne sont pas essentielles, mais on les trouve généralement ensemble. La décentralisation, la privacy et la portabilité des données. Et à chaque fois, j'en reviens à ce filtre d'analyse qui est, c'est très bien de penser aux produits en regardant qu'est-ce qu'on peut faire sur ces dimensions, mais il faut être capable de les utiliser pour créer des expériences nouvelles. Et du point de vue utilisateur, il n'y a que ça qui compte. Et peut-être c'est une bonne manière d'entrer dans le sujet des réseaux sociaux décentralisés, dont on connaît un certain nombre. Lens, cette semaine, a annoncé de lancer leur L2 ou leur L3, haute performance pour les cas d'usage sociaux. Donc Layer 2, Layer 3. Voilà, exactement. Farcaster qu'on connaît aussi et d'autres propositions. Et d'ailleurs, avant même qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux expliquer finalement c'est quoi un réseau social décentrrisé? Et avant même ça, petite digression, pardon, qu'est-ce que tu reproches aujourd'hui aux réseaux sociaux existants type Twitter, enfin X, je sais pas, LinkedIn, Facebook? Très bonne question. Peut-être je commence par la définition du réseau social décentralisé. Moi, je le définis très largement comme des réseaux dans lesquels une composante importante de ce qu'on appelle le graphe social est open source. Et open source de manière avec une forme d'intégrité computationnelle, et j'explique ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est open source
et ça va rester open source. Ce que tu appelles open source, finalement, c'est la data, c'est-à-dire que la donnée partagée... Le code et la donnée, exactement. Et d'ailleurs, c'est une version plus de l'open source dans laquelle c'est pas seulement le code, mais aussi la donnée. Ok. Et j'insiste sur l'intégrité computationnelle parce que Facebook, Twitter et Reddit, tous ces réseaux sociaux ont été ouverts par le passé. Et ils ont été fermés un jour. Et donc la propriété un peu unique de ces réseaux sociaux décentralisés, c'est que quand bien même le développeur voudrait fermer l'accès, il ne le peut. C'est ça que je veux dire par intégrité computationnelle. Okay. Je prends quelques secondes pour remercier la Blockchain Business School de soutenir cet épisode. La BBS est la solution pour vous former à la blockchain avec les meilleurs intervenants. La Blockchain Business School a été créée par Pirates Labs, l'un des plus gros incubateurs Web3 d'Europe, et elle propose des formations avec un suivi individuel par des mentors. Les formations sont finançables par le CPF, le compte personnel de formation. Ces formations durent 3 mois, peuvent être suivies en parallèle de votre activité professionnelle et sont en full remote. Vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% avec le code CryptoCoolies10. Je vous mets toutes les informations en description et c'est reparti pour l'épisode. Et alors, intéressant, tu vois, si on se plonge dans les LinkedIn, Reddit, etc., c'est quoi le problème du jour au lendemain que ces réseaux sociaux ferment la porte ? La raison, tout est une question d'incentives. La raison pour laquelle tous ces réseaux se ferment, c'est que le business model, le modèle d'affaires de l'Internet, c'est un modèle qui est intégralement tourné autour de la vente de l'attention et de la publicité. Complètement. Et qui est pas un mot, je le dis sans jugement, c'est des discussions qui peuvent rapidement passer dans le jugement moral. Je le dis sans jugement. Ce que je note comme étant problématique, ou en tout cas une opportunité de croissance, c'est que la raison de ce modèle d'affaires, c'est pas une raison fondamentale, c'est pas parce que c'est le meilleur modèle d'affaires, c'est parce que c'est le seul possible. Il y a des passages intéressants de podcasts de Marc Andreessen, le fondateur de Netscape et maintenant le fondateur d'un des plus gros fonds d'investissement de venture qui s'appelle Andreessen Horowitz, dans lequel lui, comme fondateur d'un des piliers de l'Internet tel qu'on le connaît, du browser, du premier browser que les gens pouvaient utiliser comme utilisateur non technique, lui pointe le péché originel de l'Internet comme étant cette absence de rail financier qui empêche la plupart des modèles d'affaires, ou en tout cas des modèles d'affaires qui soient différents de celui que j'ai décrit. Ok. Et donc, pour revenir à la question, pourquoi on ferme ? Parce que quand le modèle d'affaires, c'est la publicité, mon avantage compétitif, c'est la donnée que j'ai sur mes utilisateurs. Ouais. Et donc, je ne peux pas permettre ni à mes utilisateurs, ni à des tierces parties d'accéder à cette donnée, parce que dans ce cas-là, on se retrouve dans une compétition des prix. Ce sera à qui vendra la donnée le moins cher aux publicitaires. Ok. Et d'ailleurs, bon, c'est cliché ce que je veux dire, rien de nouveau, mais qu'en gros, les applications type Facebook, etc., sont gratuites. Et qu'en général, c'est gratuit, c'est parce que c'est toi le produit. Absolument. Et qu'en fait, tu rémunères ces plateformes-là avec la donnée que tu vas leur procurer. Absolument. Et de ce que je comprends, c'est vrai que quand on parle de SocialFi, c'est un peu cette nouvelle dynamique des réseaux sociaux décentralisés. C'est qu'en fait, si on prend Forecaster, de ce que j'ai compris, et après, corrige-moi si je me trompe, mais que finalement, Forecaster, c'est une sorte de blockchain sur laquelle tu vas avoir toutes tes données. Après, ces données-là, elles t'appartiennent finalement, tu es un peu le propriétaire. Et il y a des applications qui vont se développer au-dessus en reprenant finalement les données de Forecaster. Mais en aucun cas, tu as un réseau social propriétaire qui va posséder la donnée et qui va, entre guillemets, justement se fermer et justement garder avec lui la donnée. C'est-à-dire que justement, il y a cette notion d'interopérabilité et que chaque réseau social peut prendre la donnée que tu as accepté de partager. C'est exactement ça. Okay. C'est exactement ça. Et le pari de Forecaster, il est double. Le premier, c'est en réponse à ce que je décrivais juste avant, c'est le parti pris d'explorer de nouveaux modèles d'affaires qui ne soient pas liés simplement à la publicité. Et ce que ça veut dire, si on déroule un peu le fil de ce pari, ce que ça veut dire, c'est des nouveaux types d'applications ou des nouveaux types de contenus qui jusque-là n'existaient pas parce que les incentives ne les permettaient pas. Le deuxième pari qu'ils font, c'est que en offrant à des développeurs de la donnée qui est ouverte et de la distribution, ça génère, en surcroît de ces nouvelles expérimentations liées à la possibilité de nouveaux modèles d'affaires, ça génère
tout un écosystème de gens qui font des expériences, des expérimentations, et un mécanisme très rapide pour tester ces expérimentations. Un certain nombre d'utilisateurs qui sont prêts à tout de suite cliquer, tout de suite expérimenter, et donc très rapidement voir ce qui fonctionne, séparer ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas. Ok, ouais, donc là l'idée c'est que la SocialFi, donc les réseaux sociaux décentralisés sont encore très early entre guillemets, hein, on est au tout début. Il y a quelques utilisateurs, mais qui vont être des utilisateurs très actifs peut-être parce qu'ils ont de vraies convictions sur ce type de produit. Et la question, c'est, voilà, c'est un bon, ce sont des bons cobayes pour tester des choses. Mais quel type de choses, tu vois, on peut tester, sachant que ce qui fait aussi la force des réseaux sociaux actuels, c'est le nombre d'utilisateurs. Il y a une loi qui s'appelle la loi de Metcalfe, qui dit que la valeur de ton réseau est proportionnelle au carré du nombre d'utilisateurs, parce que dès qu'un nouvel utilisateur, finalement, il va pouvoir te connecter à l'ensemble des membres du réseau. Et comment, finalement, c'est un peu le nerf de la guerre, mais comment tu arrives à recréer, attirer tout un ensemble d'utilisateurs. Donc au début ça passe par des early adopters et après il y a la masse qui arrivera, mais comment aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que pour onboarder la masse c'est pas suffisant d'avoir une expérience utilisateur, de dire voilà, on est décentralisé, on respecte la privacy, il faut quelque chose, un vrai plus comme tu as dit pour les utilisateurs. Et c'est quoi ces vrais plus, qu'est-ce que ça peut être en fait? Il y a beaucoup de questions mêlées. Je prends successivement un peu dans l'ordre. La première, c'est la description de ce petit noyau d'utilisateurs actuels. Une description que j'aime beaucoup dit des utilisateurs de Farcaster ou de Farcaster en général que c'est le Singapour de l'Internet. Parce qu'il y a très peu d'utilisateurs, mais qui sont prêts à dépenser beaucoup. Et qui ont les moyens de dépenser beaucoup et qui sont des gens qui sont très actifs, qui ont envie d'essayer des choses. La deuxième partie de la question, c'est ok, très bien, on a ces 65 000 utilisateurs journaliers. Comment on passe à plus? Et comment on crée quelque chose qui attire plus largement? Il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est qu'est-ce que Farcaster permet qui jusque-là n'était pas possible? Et là, pour moi, la réponse, c'est une réponse facile, mais elle est de dire, en fait, je ne sais pas et on verra. Parce que ce que ça permet, c'est la créativité des développeurs. Si je regarde l'histoire de Farcaster, donc Farcaster, c'est une plateforme qui a 3 ans aujourd'hui. Depuis octobre 2023, j'ai la conviction que ce qui va donner la croissance à Farcaster, ce qui va propulser cet écosystème, c'est le cycle vertueux dans lequel c'est un lieu propice pour les développeurs d'expérimentation, en raison de ce petit noyau d'utilisateurs actifs et en capacité de payer. Ça mène à un certain nombre d'expérimentations, d'innovations, d'idées à tester, parfois de manière très sérieuse, parfois de manière en dilettante. Et de ce grand nombre d'expérimentations, et telle était la thèse en 2023, résultera quelque chose d'unique, quelque chose de nouveau, qu'il est difficile à prévoir, mais qui amènera un grand nombre d'utilisateurs. Ok, donc tu penses que c'est en faisant qu'on verra? Il se passera quelque chose? Ça, c'est ce que je pensais en octobre 2023. En janvier 2024, grand nombre d'expériences en cours, une en particulier qui touche une corde sensible qui s'appelle Degen. Et Degen, c'est un mécanisme de tipping. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'ils ont fait un airdrop aux utilisateurs de Farcaster et puis ils avaient ce concept hyper intéressant, original et dont j'espère qu'on le reverra en crypto, parce que je pense qu'il y a quelque chose de très juste dans cette manière de faire, qui consiste à allouer aux utilisateurs de qualité, de manière qui est définie en fonction justement du graphe social. Les utilisateurs de qualité interagissant eux-mêmes avec d'autres utilisateurs de qualité et l'engagement étant une marque de qualité de l'utilisateur. Donc, les utilisateurs de qualité avaient, en fonction d'un score qui quantifiait leur qualité d'utilisateur, une balance, un budget à allouer à qui ils voulaient, excepté eux-mêmes, en Degen. Et ça ne sortait pas de leur poche. C'était quelque chose qui sortait de l'inflation. Concrètement, ce que ça a fait, c'est qu'en 3 semaines, c'est un airdrop, en fait, qui ne s'appelait pas comme ça, mais qui est concrètement été un airdrop, qui s'est assuré que le token se disséminait et se disséminait de nodes de qualité à personnes de qualité.
Donc en gros, pour faire une analogie, c'est comme si moi j'étais un influenceur de qualité, enfin une personne de qualité sur ce réseau-là. Je recevais un certain nombre de tokens que je pouvais distribuer. Je ne pouvais pas le garder pour moi, je devais le distribuer. Et par exemple, je vois que toi, tu es un acteur de qualité, je peux le distribuer. Alors, tout de suite, moi, ce à quoi je pense, c'est qu'il n'y a pas un risque de corruption. Si, alors, évidemment, tout ça sont des expérimentations. Oui, voilà. Donc, il y a eu des problèmes, il y a eu des corrections. Moi, ce qui m'intéresse dans ce mécanisme-là, il y a 2 choses qui, je pense, valent le coup d'être discutées. La première, c'était que c'était un airdrop qui a réussi à chercher comme une tête chercheuse les meilleurs utilisateurs, les gens orientés sur le long terme, et de manière non programmatique. Ok, parce que comment ils ont été identifiés par les utilisateurs de qualité. Ah, ok, ouais. Et comment tu identifies des personnes de qualité de base Sur l'engagement. L'engagement, d'accord. Sur l'engagement. Okay. Et sachant que sur Farcaster, en début 2024, avec le faible nombre d'utilisateurs, l'engagement était une excellente manière de repérer de repérer la qualité. D'ailleurs, toujours aujourd'hui, en fait, c'est assez facile de savoir qui sont les bons utilisateurs sur un réseau social. En regardant l'engagement... le nombre de personnes qui suivent la personne. Exactement, c'est l'engagement pondéré par le nombre de followers. Ok, ouais, très clair. En fait, c'est très facile d'identifier des gens qui écrivent des choses intéressantes comme ça. Ok. Et donc, premier élément intéressant, c'était une manière non programmatique de s'assurer que des participants au long terme sont devenus community members de cette communauté. Et c'est une des communautés crypto qui a grandi le plus vite, qui est arrivée au plus vite à 1 million de holders, de ce que je me souviens. La seconde partie qui était vraiment intéressante, c'est que, comme prédit, si je puis dire, Degen a attiré un énorme nombre d'utilisateurs à Farcaster et ont quasiment multiplié par 20 le nombre d'utilisateurs journaliers pendant plusieurs mois. Parce qu'au tout début, on était à combien d'utilisateurs avant cette opération? On était entre 2500 et 5000 journaliers. Okay. Ça, après Degen, on a 1 million de comptes créés, jusqu'à presque 1 million de comptes créés, et entre 80 et 90 000 utilisateurs journaliers, dont la plupart sont restés. Ouais, ce que j'allais dire, le risque quand même de ce type d'opération, c'est comme tous les projets crypto qui font des airdrops, d'attirer de façon ponctuelle les personnes un peu opportunistes. Et une fois que l'airdrop est distribué, bien sûr. On passe à autre chose et les personnes ne restent pas. Bien sûr, et c'était un risque. Et ce risque, aujourd'hui, on est maintenant en avril 2025, donc plus d'1 an après, on a conservé entre 60 et 70% de ses utilisateurs. Et donc, je pense qu'on peut dire qu'on a évité cette déchéance-là. Ok. Et donc, dans ce monde des applications décentralisées, des réseaux sociaux décentralisés, moi j'ai le souvenir par exemple de Warpcast, qui est une sorte de Twitter, de X version décentralisée. De ce que je comprends, c'est que finalement, on peut vraiment recoder de façon décentralisée n'importe quelle application. Oui. Et qu'à chaque fois, finalement, tu vas reprendre un socle commun de données, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si, pour faire l'analogie, j'avais à la fois un compte TikTok, Instagram, WhatsApp, mais avec le même compte, finalement. Exactement, c'est exactement ça. Warpcast, c'est un client, donc une manière, on peut imaginer, c'est une interface pour un socle partagé de données qui est stocké dans un protocole qu'on appelle Farcaster. Ouais. Et qu'après, tu peux décider de partager telle donnée ou pas sur l'application. Voilà, et puis il faut savoir que sur Farcaster, Warpcast, donc le client officiel, n'est pas la seule manière d'accéder à la donnée, à la donnée qui est dans le protocole. D'ailleurs, bien souvent, les utilisateurs se réjouissent lorsque Warpcast a des problèmes de performance et peut-être est down pendant une demi-journée ou quelques heures, parce qu'en fait, c'est un rappel qu'il y a tellement d'autres clients qu'on peut utiliser. Ok. Tellement d'autres interfaces, pardon. Ça marche. Et toi, tu penses quoi des applications aujourd'hui type, je sais pas, Twitter? Est-ce que tu penses que Twitter va tenir sur du long terme ou que finalement, toutes ces applications, ces réseaux sociaux qui sont gigantesques aujourd'hui vont mourir parce que changement de paradigme? C'est une excellente question, une question très dure. Il y a 2 forces. Il y a 2 forces en présence. Il y a la force de l'inertie. Tu parlais de la loi de Metcalfe.
C'est la force de l'inertie, c'est l'autre nom de la force de l'inertie pour les réseaux sociaux. Un peu comme les banques, un petit digression, mais en fait, une fois que tu as un réseau énorme, même si les banques aujourd'hui sont peut-être pas les plus efficientes d'un point de vue financier, le simple fait qu'elles aient une force de distribution incroyable font que c'est très dur, de plus en plus compliqué de les remplacer. Absolument, c'est exactement ça. Et c'est le même type d'effet de réseau. Alors, ce qui est très intéressant, c'est un point duquel on devrait discuter, c'est pour détrôner, si je peux dire, ces effets de réseau, il en faudra des plus forts. Ouais. Et il me semble que la combinaison d'effets de réseau social et d'effets de réseau liés à la liquidité sont potentiellement cette espèce de puissance de tir qui permettrait de détrôner. Mais en revenant sur Twitter, Facebook et les réseaux sociaux bien établis, il y a donc cette tension de l'inertie liée à la force de leur réseau existant, qu'on voit bien par l'impossibilité de nouveaux réseaux. Et on a bien vu, c'est tragique d'une certaine manière. Sur les dernières 10 années, on a vu des tentatives émergentes, on a vu des tentatives françaises. Je pense à BeReal, qui est une extraordinaire expérience et qui a vraiment résonné fortement pour une très vaste audience et qui ne peut pas concrètement se battre contre la puissance de ces effets de réseau. On a vu Clubhouse, on en a vu beaucoup et souvent l'existant absorbe la nouvelle technologie. Et la deuxième force, la force qui tire de l'autre côté, c'est la force du changement, c'est l'évolution des valeurs des consommateurs, c'est le souhait de choses nouvelles. C'est ce qui donne à BeReal sa chance, c'est ce qui donne à ces nouveaux réseaux leur chance. Et c'est ce qui fait que je pense que la plupart des gens qui nous écoutent noteront par exemple une baisse de leur utilisation de Facebook, par exemple. J'imagine que leur temps d'écran sur Facebook sur les 10 dernières années est plutôt à la baisse qu'à la hausse de manière générale. Maintenant, comment est-ce qu'on positionne ces nouveaux types de réseaux vis-à-vis des géants existants ? La première chose importante à dire, c'est que je ne suis pas certain que le cas optimiste pour les réseaux décentralisés type Farcaster nécessite absolument la destruction des géants existants. Je pense qu'il peut y avoir, d'ailleurs je m'attends à ce qu'il y ait pendant longtemps une cohabitation de ces deux mondes. La manière dont j'envisage cette transition, elle est double. La manière dont on acquérera des utilisateurs dans ces protocoles décentralisés, c'est parce qu'on sera capable d'avoir, des applications qui ne pouvaient pas exister jusque-là, qui ne pouvaient plus exister jusque-là, et deux, parce qu'on sera capable de convaincre les créateurs que c'est probablement très bon pour eux de bâtir une audience sur TikTok, très bon pour eux de bâtir une audience sur Twitter, très bon pour eux de bâtir une audience sur Instagram, mais que quand il va s'agir de réaliser la valeur de cette audience, probablement des rails décentralisés dans lesquels l'information et les rails de paiement se rencontrent, il y a un potentiel de faire quelque chose qui marche mieux. Je prends un exemple concret auquel je pense tout le temps, moi. C'est MrBeast. MrBeast, il n'est pas particulièrement ami des cryptos. Et il l'a dit à plusieurs reprises. Je pense qu'un jour, MrBeast se rendra compte qu'il y a une manière différente de monétiser son audience et que peut-être que les barres chocolatées brandées MrBeast, ça a moins de marge, moins de viralité et puis peut-être moins de vertu que des modalités différentes et plus directes de monétiser l'audience. Donc voilà pour les créateurs. Moi, je m'attends, dans le cas de succès de quelque chose comme Farcaster, on donne à ces gens-là de meilleurs outils pour se connecter, pour réaliser la valeur directement avec leurs audiences. Et puis la deuxième partie, c'est les développeurs, et ça, on en a déjà parlé, et de cette expérimentation constante. Ok, très clair. Donc d'un côté, les créateurs qui pourront avoir plus de levier en fait pour se faire entendre. Plus de créativité dans la aussi. Manière de capturer la valeur. Si je devais le résumer, le compresser, voilà comment je le dirais. Ok, on pourrait imaginer un monde en fait où grâce à ces applications décentralisées, c'est ce socle commun, chaque créateur de contenu pour développer son réseau social. Enfin, on pourrait imaginer en fait plein de scénarios dont on n'a pas les réponses maintenant, mais plein d'hypothèses. Exactement. D'ailleurs, c'est intéressant parce que on parlait des applications, des réseaux sociaux centralisés type Twitter, X, Facebook, etc. On est d'accord que c'est un peu comme le gaming, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend les jeux vidéo, les top jeux, c'est pas dans leur intérêt
de devenir interopérable et que finalement les assets que tu détiens dans tel jeu puissent être échangés dans tel autre jeu, parce que finalement en tant que gros jeu tu perds finalement des utilisateurs qui vont aller ailleurs. Et donc les gros jeux aujourd'hui, les gros studios de jeux vidéo, j'ai l'impression, ont intérêt à viser cette inertie pour ne pas perdre leurs clients, leurs utilisateurs, et que finalement pour les réseaux sociaux centralisés actuels, c'est un peu le même sujet, qu'ils ont justement tout intérêt à favoriser cette inertie pour ne pas aller et lutter contre cette inertie. Est-ce qu'il y aurait pas finalement aussi un risque de cheval de Troie à ce que tu vois, Facebook, etc., commencent à créer leur application décentralisée pour justement essayer de jouer un peu ces règles de façon un peu sneaky? Ben, c'est un vrai risque, hein, c'est un vrai risque. Et puis surtout, quand il s'agit de social, on a beau dire ce qu'on veut, Meta, Twitter ou X, et LinkedIn et Reddit, concrètement, ces gens-là, ils voient le futur. Ils le voient beaucoup mieux que nous tous. Bien sûr. C'est leur obsession, c'est leur vie. Et ils ont plus de données que tout le monde. Donc, évidemment qu'il y a un énorme risque. Et on l'a vu sur la plupart des mécanismes émergents d'engagement social, que ce soit la voix, que ce soit les stories, que ce soit les mécanismes à la Béréole, ils ont été très capables de les absorber très rapidement. Maintenant, moi, ma thèse, c'est que quand il s'agit de crypto, y a un concept en médecine qui est le concept de la fenêtre, de la fenêtre entre le seuil thérapeutique et le seuil de toxicité. Et je pense que la crypto a une très très petite fenêtre quand il s'agit des réseaux sociaux existants. C'est-à-dire que le downside d'une mauvaise adoption est énorme et l'upside d'une bonne adoption est pas suffisante pour justifier la transition, simplement parce que leur business model est tellement profitable. Et donc, il y a un mécanisme d'autodéfense qui est qu'on ne va pas tuer la poule aux œufs d'or. On va pas ouvrir le... En fait, pour adopter Akifree, il faudrait tuer la poule aux œufs d'or, il faudrait lui ouvrir le ventre, il faudrait ouvrir l'accès aux données, et ça, c'est impensable. Tu penses que la transition, enfin vraiment cette révolution, elle viendra des utilisateurs? Elle viendra pour moi des développeurs. Des développeurs, ouais. Elle viendra des développeurs, elle viendra de la capacité de gens à créer des expériences qui simplement qui vont attirer les utilisateurs. C'est aussi simple que ça, en fait. Il y a quelque chose de très simple. Moi, j'aime bien le décrire. Tu vois, on me demande aussi parfois, on n'en a pas parlé, mais de décrire SocialFi ou crypto-social, qui est peut-être ce que je préfère un petit peu. Moi, la manière dont je le décris, c'est concrètement, l'Internet, c'est une manière à monétiser, c'est une machine à monétiser l'attention, Bien sûr. Ce qui va très bien. C'est les rails de l'information. L'information, elle a cette double tension de vouloir être libre et monétisée. Les gens qui créent de l'information ont besoin d'être monétisés. Les gens qui créent du contenu ont besoin d'être monétisés. Les gens qui créent des applications, des jeux vidéo, que sais-je, ont besoin d'être rémunérés. Et ce que je décris comme étant crypto-social ou la SocialFi, c'est cette capacité, ces modèles, cette capacité à transformer l'attention en transaction financière ou en monétisation de l'attention au point de la création. De la manière la plus rapide, la plus organique, la plus directe possible entre le créateur et le consommateur. Ouais, ok. Qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Ouais, tout simplement. Exactement. Pas d'intermédiaire, pas de désalignement des incentives. Et puis, une fois de plus, ça permet l'émergence de modèles d'affaires sans lesquels il y a un certain nombre d'informations qui restent cachées, un certain nombre de contenus qui ne vaut pas la peine de créer, et avec lequel je fais l'hypothèse que le monde serait un meilleur... better place, comme dirait l'autre. Non, mais l'exemple que j'ai en tête, que je pense que c'est un exemple hyper important duquel on parle peu, mais c'est celui de la Renaissance, de l'art de la Renaissance et du lien avec la banque. Et en fait, ce nouveau modèle d'affaires, ce nouveau modèle d'incentive qui est le modèle du mécénat, qui n'existait pas tellement jusque-là, nous a donné ce qui aujourd'hui constitue le fondement de la culture occidentale, en fait, quand même. Et je sous-estimerai pas l'importance de mécanismes de rémunération d'un certain type de contenu et d'un certain type d'art et un certain type d'information qui jusque-là restent cachés. Et tu ne penses pas qu'aujourd'hui les réseaux sociaux les plus gros sont un peu too big to fail et
intéressant, t'en penses quoi, par exemple, du rachat, ou de la fusion, tu vois, entre X et xAI, la boîte de Musk. Tu vois, ce rapprochement entre intelligence artificielle et réseaux sociaux, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut faire une méga bombe aussi Si, d'ailleurs, c'est intéressant de voir le qui rachète qui. C'est pas X rachetant xAI, c'est l'inverse. Bon, alors évidemment, il y a de l'ingénierie financière et une capacité à lever des fonds qui est plus facile quand il s'agit d'intelligence artificielle. Moi, je vois plus comme une fusion, en fait. Oui, c'est une fusion et une recapitalisation. Oui, il y a absolument X, je trouve, de tous les réseaux sociaux aujourd'hui, quand il s'agit de monétisation, joue le mieux ses cartes. Et joue le mieux ses cartes, pas tellement en termes de résultats, parce que ça reste quand même microscopique à côté de ce que font Meta, Reddit et compagnie. Mais c'est les modèles les plus originaux et, à mon sens, ceux qui ont le plus de chances de persévérer dans un monde de l'information qui change. Oui, voilà. Donc, est-ce que, une fois de plus, moi, je ne parie pas sur la déchéance de Twitter ou de Meta. Tu vois plus une cohabitation. Je vois quelque chose, oui, je vois une longue cohabitation. Je vois quelque chose qui ressemble à un projet comme Morpho et les banques françaises. Ouais, je vois intéressant. Il va y avoir probablement un siècle ou deux, j'espère, de cohabitation entre les deux, peut-être un peu moins, mais une cohabitation certaine. Moi, je vois un vrai point d'interrogation sur les réseaux sociaux décentralisés, c'est sur la modération. Je dis pas que dans les réseaux sociaux centralisés, elle est bien. Et d'ailleurs, pendant longtemps, Facebook, par exemple, pour éviter tous les contenus très choquants, il y avait tout un tas de personnes qui regardaient des vidéos horribles toute la journée pour, entre guillemets, décider de celles qui pouvaient être publiées ou non. Et d'ailleurs, les gens qui validaient ces vidéos-là avaient souvent des chocs post-traumatiques. C'était assez horrible. Je crois qu'ils ont récemment, d'ailleurs, été tous virés pour être remplacés par des intelligences artificielles. Mais c'est un vrai sujet, en fait. De façon plus globale, qui décide de ce qui est bien, de ce qui est moral, de ce qui ne l'est pas? Et quand c'est un réseau social décentralisé, finalement, qui prend ce rôle un peu d'arbitre? C'est très dur comme question. Ouais. C'est très dur comme question. Et je suis pas sûr d'avoir une bonne réponse. J'ai des éléments. Dans le cas de Meta, c'est encore pire que de l'AI. On enlève la modération, ou on l'enlève en grande partie. Et moi, je note une très forte augmentation des contenus violents ou à caractère pornographique dans mon expérience de gens autour de moi, ou même de mon feed Instagram. Je suis assez choqué de l'extrémisation des contenus, à la fois politiquement, mais même simplement dans le côté cru de ce qu'on voit. Et une fois de plus, qui est parfaitement naturel quand on analyse ça avec la lunette. Ma manière de monétiser l'attention, c'est de la garder le plus longtemps possible. C'est normal. C'est la conclusion à laquelle il faut s'attendre. Maintenant, pour les réseaux décentralisés, ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas été un problème tellement jusque-là. Ouais, absolument. Parce que, justement, entre guillemets, c'était des personnes un peu passionnées qui étaient là pour des bonnes raisons. Et effectivement, c'est vraiment le retour que... Ça n'a pas tellement été un problème. Et le point qui est intéressant autour de la modération, c'est qu'en fait, c'est pas dur de modérer. Ce qui est dur, c'est modérer à une échelle planétaire. Exactement. Dès que tu scales, quoi. Voilà, exactement. Et là, on en est loin. Et donc, pour le moment, c'est pas un problème. Et ça va le devenir. Exactement, ça va le devenir. Ça va le devenir. Et la manière dont ça sera géré, ce sera intéressant. Moi, je peux pas dire. J'ai pas d'insight particulier. Je pense que ça fait partie de ces problèmes qui n'ont pas été réglés. Sur lesquels il y a des opportunités, d'ailleurs. Soit à entendre d'un point de vue business, mais aussi à entendre d'un point de vue simplement public good, bien commun. Il y a quelque chose à créer là-dessous. Je dois noter quand même l'efficacité relative, en tout cas constatée, je pense, par la plupart des gens, du modèle de X, de community note, d'annotation par la communauté sur des contenus qui sont évidemment faux. Ouais. Après, moi, ce qui me fait un peu peur aussi, c'est pas que ce soit réseaux sociaux décentralisés comme centralisés, c'est à quel point les IA vont prendre une place prépondérante et à quel point on va pouvoir distinguer les bots AI des vrais humains. Bien sûr. Bien sûr. Et alors là, c'est un autre sujet, c'est une autre totale ou nouvelle dimension de l'importance des
des réseaux sociaux décentralisés à mon sens, mais la cryptographie, et notamment la cryptographie à clé publique, telle qu'on l'utilise, augmentée par des technologies comme les preuves à connaissance nulle, ou le zero knowledge, comme on dit, vont être des composantes, je suis certain que ce sera des composantes omniprésentes de notre expérience des réseaux sociaux, qu'ils soient centralisés ou décentralisés. Ouais, complètement. Ça, c'est clair. Mais ouais, il y a ce vrai risque au niveau de l'AI. On a pas mal parlé du coup de réseaux sociaux décentralisés, mais ce serait intéressant aussi de mettre le contexte. Est-ce que tu peux en dire un peu plus toi, sur ton activité? Donc, tu viens de rejoindre en fait un fonds. Enfin, tu as participé à la création d'un fonds de 10 millions. Je crée un fonds de capital risque ou de venture capital qui est exclusivement dédié aux produits grands consommateurs en crypto, aux consumer crypto, avec une thèse bien identifiée qui est crypto-sociale, qui couvre ce dont on discute depuis tout à l'heure, que je décris comme étant des produits qui permettent de passer le plus rapidement possible et de manière la plus intéressante et innovante de j'ai ton attention à je réalise la valeur de notre interaction au moment où je crée la valeur pour l'utilisateur final. L'origine de ce fonds, et donc ce fonds, je le crée en ce moment, il a un mois, il a l'exclusivité, Yes. et la première apparition publique. Je le crée au sein d'une structure qui s'appelle RE7, RE7, qui correspond pour les aficionados d'échecs correspond à la tour en E7, et qui désigne qui est pris d'une partie très historique dont j'ai oublié évidemment l'origine, mais qui correspond à un move très agressif aux échecs. Et RE7, c'est un fonds qui s'est créé autour d'un insight très similaire à celui qu'on développe aujourd'hui, en 2019, de l'émergence d'une nouvelle classe d'applications qu'on appelle aujourd'hui la DeFi, la finance décentralisée, et qui s'est créée autour de la réalisation que il y avait un rôle extrêmement important à jouer pour des professionnels de l'apport de liquidité. Et sur les 5 dernières années, c'est un fonds qui a évolué beaucoup, qui maintenant gère un peu plus d'un demi-milliard d'assets dans plusieurs stratégies, mais dont la principale est l'apport de liquidité au protocole de finance décentralisé. Type Morpho. Type Morpho, AV, Euler et compagnie. Et au sein duquel on lance maintenant ce véhicule de venture avec donc la thèse que je t'ai racontée. Et t'as pas l'impression, alors moi je trouve cette thèse vraiment passionnante, mais est-ce que t'as pas l'impression qu'elle est peut-être encore un peu early par rapport au marché? Elle est très long terme en termes de vision. Elle est très long terme. Ça fait partie des choses qui nous distinguent un peu d'un certain nombre des acteurs du capital risque en crypto. Le marché nous a habitués collectivement à des victoires rapides et peut-être pas forcément méritées. Et par incentives, une fois de plus, je pense qu'il faut toujours regarder les incentives, simplement nous a transformés collectivement, ou en tout cas nous a poussés vers une attitude de trader du momentum. Je ne sais pas bien comment traduire ça en français, mais plus par opportunisme court terme que par vision long terme. En fait. Exactement. Et donc, nous, on veut être aux antipodes de cette approche. On reconnaît que c'est la structure d'incentive dans le marché. En même temps, on sait qu'il y a une autre manière de jouer ce jeu-là. On sait que, d'ailleurs, on connaît des fonds qui ne le jouent pas comme ça et qui le jouent très bien. Et donc, oui, c'est une thèse de long terme. En termes de ce qui nous fait penser qu'il y a quelque chose à réaliser maintenant, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que si on regarde les 3 dernières années en crypto, alors les prix sont ce qu'ils sont. On a des histoires qui défraient la chronique quasiment toutes les semaines. Mais en fait, il y a une histoire encore plus importante dont on ne parle pas, qui est l'amélioration par plusieurs ordres de magnitude de l'infrastructure, du block space, du prix à payer pour inscrire de la donnée sur les blockchains, des Lego qui existent pour les développeurs pour bâtir des applications de qualité. Et donc, des situations telles qu'on en a vu en 2021 ou 2022 où il fallait payer $300 en frais de gaz pour
pour s'acheter un nom sur ENS, ça n'existe plus. Et ça n'existera plus. Jamais. À moins qu'on soit peut-être un trader ultra compétitif à essayer de réaliser un arbitrage très sensible dans le temps. Aucun utilisateur n'aura cette expérience dans le futur. Et donc, ça, c'est très important. Et en fait, je pense qu'on n'en parle pas assez. Parce que l'implication, c'est qu'il y a 3 ans, les gens, les meilleurs en produits, n'auraient pas touché une blockchain, ne serait-ce que parce que le meilleur produit possible, la meilleure expérience utilisateur possible, ne rencontrait pas du tout la barre minimum de qualité pour un créateur de produits qui se respecte. Maintenant, 3 ans plus tard, on a un des meilleurs, une des icônes de l'expérience utilisateur et des applications virales, Nikita Beer, qui devient advisor de la fondation Solana parce qu'il reconnaît le potentiel de ces applications virales. Donc la première chose qu'on remarque et qui a vraiment changé la donne, c'est l'infrastructure est là. La deuxième chose qui est très importante et très intéressante, c'est qu'en fait, cette thèse, si je puis dire, elle n'est pas nouvelle. Déjà, historiquement, on sait que des réseaux sociaux ouverts, ça donne des applications extraordinaires. En 2013, Zynga, c'est un créateur de jeux vidéo, lance un jeu social qui s'appelle Farmville. Farmville représente rapidement 30% des revenus de Facebook à l'époque. Je me souviens, après, il y a eu Zynga Poker aussi. Exactement, tout un tas de jeux, c'est un studio. Et il y a tout un tas de jeux qui se prêtent très bien à une utilisation sociale, mais c'est une des croissances les plus rapides qu'on a jamais vues. C'est quasiment un tiers des utilisateurs, c'est un tiers du revenu de Facebook, c'est des centaines de millions d'utilisateurs en quelques mois. Et Zynga, c'est une entreprise qui se vend pour 12,7 milliards quelques années après sa création. Donc on sait que quand on ouvre les réseaux sociaux à des développeurs tierce party, ça peut donner des trucs extraordinaires. Et par ailleurs, si on regarde les 12 à 24 derniers mois en crypto, on voit aussi cette transformation des préférences utilisateurs et cette élection de produits sociaux. En fait, ils existent déjà. Si on prend un Pump Fun, concrètement, ce qu'ils font, c'est un launcher de token. Le produit est utilisé de manière telle que l'événement du jour est transformé en meme coin qui marche ou qui ne marche pas. Sous la forme de casino. Sous la forme de casino, voilà. Alors, on peut juger moralement, mais une fois de plus, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça nous dit quelque chose sur le futur ? Eh bien, ça nous dit quelque chose sur la capacité à monétiser l'attention. C'est une nouvelle manière de monétiser l'attention qui n'existait pas jusque-là et qui, en un peu plus de 12 mois, génère 600 millions de revenus. Ouais, intéressant. Moi, de ce que je retiens... Ou Polymarket, c'est un autre très bon exemple. Toute l'attention portée aux États-Unis à l'élection du président américain, ça se transforme en presque 10 milliards de trading volume sur Polymarket. Ouais, incroyable. Mais ce que je retiens là, c'est que finalement, là, avec les réseaux sociaux, la SocialFi, ce monde décentralisé, on a un peu ce terrain fertile pour permettre aux développeurs de développer des nouveaux cas d'usage et sortir un peu des standards que sont Facebook, X, etc. Mais aussi, il y aura un enjeu de comment on va réussir à ce que le mass market, vraiment les masses arrivent sur ces réseaux sociaux-là, parce qu'il y a vraiment un effet de réseau, qu'il y a un enjeu de réseau, mais aussi ça va passer par comment onboarder facilement ces acteurs-là, et ça ne se fera pas avec des wallets. Il va falloir avoir quelque chose d'un peu intermédiaire pour que tu te connectes aussi facilement qu'avec un mail plus mot de passe, et que les gens ne veulent pas entendre parler de wallet et de complexité ou de payer des gas fees, quoi. Absolument, et ça fait partie de ces améliorations de l'infrastructure. Ça n'existe plus maintenant les wallets à seed phrase. Concrètement, n'importe quel développeur peut donner un wallet sans se donner à l'utilisateur le besoin de voir ou de penser à la seed phrase. Il y a des entreprises comme Privy, je ne sais pas si tu as parlé à Henri, ça serait un très bon guest. Henri de Privy, ils ont fait un job extraordinaire. Ils ont rendu facile d'avoir des wallets embedded dans n'importe quelle application. Ils ont levé, d'ailleurs, c'est intéressant, d'un des tout meilleurs fonds de capital risque au monde, qui est un fonds pas spécialisé crypto, qui s'appelle Rebit Capital, qui est par ailleurs un investisseur de Morpho également, qui sont des gens qui réalisent le potentiel d'avoir des wallets embedded dans n'importe quelle app. On passe en dehors de la crypto, on passe dans juste des applications avec des nouveaux pouvoirs. Mais c'est vrai que donc, tout à l'heure, on a parlé un peu, tu vois, de la modération. Mais c'est vrai que c'est cool de parler de l'aspect algorithme. Par exemple, tu vois, et même quand on parle de modération, ça peut être aujourd'hui YouTube peut décider du jour au lendemain de couper telle chaîne. Et ça a été le cas par le passé avec des
chaîne YouTube crypto. Mais qu'est-ce qui fait, tu vois, est-ce que demain, avec un réseau social décentralisé, tu peux imaginer que les conditions de l'algo qui fait qu'une vidéo va être virale, par exemple, si tu recodes un YouTube, par exemple, version décentralisée, est-ce que l'algo, il serait, par exemple, visible de tout le monde ou ce serait toujours une boîte noire? Parce que c'est vrai qu'il y a le côté boîte noire aujourd'hui que tu peux avoir avec les réseaux sociaux et parfois, c'est un peu incompréhensible de savoir pourquoi tel contenu cartonne et tel autre contenu, peut-être tout aussi bon, va justement être un flop. Bien sûr. Il y a deux chemins possibles. Il y a un premier chemin dans lequel l'algorithme est open source et visible de tous. Il y a des difficultés avec ça, parce qu'un algorithme qui est visible, c'est un algorithme qui est exploitable assez facilement. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux centralisés et l'algorithme, et les créateurs, ou en tout cas les exploitateurs, plutôt que les créateurs, parce que souvent c'est une classe bien différente. En gros, c'est ceux qui vont reprendre le contenu déjà existant pour faire dessus gratuitement. Exactement. C'est un jeu de chat à la souris. Dans le cas des réseaux sociaux décentralisés, tu as une des autres propriétés qui est intéressante et qui, je pense, pour le coup, fait vraiment une différence pour les utilisateurs, c'est la liberté et le contrôle sur l'algorithme, correspond au fait que ces différents clients ou ces différentes interfaces du même protocole et de la même donnée peuvent décider de surfacer le contenu de manière différente. Et peuvent également décider, et très facilement d'ailleurs, et il y a eu des expérimentations en ce sens, donner à l'utilisateur lui-même l'outil de choisir ce qu'il veut voir dans son algorithme, dans son contenu. Je me souviens d'une entreprise d'un projet qui s'appelait Discov, d'un des premiers bâtisseurs sur Farcaster, qui donnait à l'utilisateur précisément le choix du type de contenu à voir, et qui, notamment, je me souviens une des possibilités, c'était de dire on analyse le contenu avec un LLM en temps réel, et l'utilisateur peut choisir de nous voir, par exemple, que du contenu positif pour le feed du lundi matin où on a besoin d'un petit coup de peps, tu vois, on est intentionnel sur ce qu'on voit comme type de contenu. Un autre exemple, ça c'est quelque chose que j'utilise sur X, donc ce n'est pas natif et c'est en fait un peu à la colle, mais je pense que ça peut nous renseigner sur ce qu'on verra dans le futur. C'est une extension qui s'appelle NoSlope, qui analyse ce que Twitter me propose de mon feed et reconnaît que souvent c'est pas du contenu de très bonne qualité et donc le marque comme slop, et quand c'est marqué slop, ça disparaît de mon feed. C'est-à-dire que je ne vois même plus le tweet, je vois un petit encart qui c'est du slop, donc on l'a caché. Et l'idée, c'est, si on cache ce contenu de faible qualité, tu ne vas pas interagir avec, tu ne vas pas le liker, tu ne vas pas passer du temps à le regarder, et donc il y en aura moins dans ton algorithme. Et ce que ça dit, alors c'est pas parfait, mais ça montre bien, je pense, quelque chose qui sera composante importante de comment on utilisera les réseaux sociaux, à mon sens, dans le futur, c'est le contrôle par l'utilisateur de ce qu'il voit. Non, mais je trouve ça incroyable, tu vois, c'est-à-dire que au même titre que, tu vois, quand tu regardes la télé aujourd'hui, tu subis à 100% l'expérience, là tu peux reprendre le contrôle. Moi ça me fait penser, par exemple, là j'ai téléchargé une extension YouTube qui te fait un résumé texte, tu vois, de chaque vidéo. Et je me dis, tu vois, effectivement, si on va plus loin, demain tu pourrais avoir un réseau social où au lieu de voir des vidéos, à chaque fois je vois directement en temps réel le résumé texte de chaque vidéo, tu vois, parce que effectivement quand tu lis, tu as une approche passive, quand tu regardes, tu as une approche complètement passive, et quand tu lis, tu as une approche active. Et en fait, le champ des possibles est complètement fou, tu vois, même dans ce que tu disais. C'est-à-dire que tu pourrais, entre guillemets, reprendre le contrôle sur ton contenu et décider, je vais voir que des contenus positifs ou que des contenus à très forte valeur ajoutée. Et d'ailleurs, en termes de valeur ajoutée, tu vois, et de qualité, le fait que les réseaux sociaux aujourd'hui sont gratuits, peut-être que ça nivelle le niveau par le bas parce que tout simplement... les créateurs sont peut-être pas incentivés, même s'il y a des bons créateurs, mais peut-être que demain, peut-être chaque créateur serait, tu paierais chaque créateur pour avoir accès à du meilleur contenu encore, parce que comme tu disais, c'est l'intersection entre contenu et flux de paiement finalement. Ouais, le jeu, j'aime beaucoup ce point et je suis entièrement d'accord. Une question que j'ai, et je pense que c'est vrai pour la plupart d'entre nous, souvent on paye pour du contenu. Je crois que la plupart des gens qui nous écoutent payent peut-être pour un Substack ou pour une newsletter ou même certains journaux. En général, la qualité de ce contenu est largement supérieure à ce qu'on voit sur les plateformes gratuites. Bien sûr. Et il y a quelque chose de... Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est un autre exemple de ce que je veux dire par de nouveaux modèles d'affaires
permettre l'émergence de nouveaux contenus qui n'existaient pas jusque-là. Alors aujourd'hui, on a déjà des expériences, Substack est un bon exemple. Enfin, ça reste des expériences qui sont limitées dans le champ de ce qu'on peut expérimenter. Généralement, c'est des abonnements. Et puis par ailleurs, c'est aussi des expériences dans lesquelles il y a une forte, un généreux partage de la valeur vers la plateforme qui peut aller jusqu'à 30%, 30-35%. Il y a beaucoup de gens qui... et une fois de plus, pour en revenir à ce point de dire qu'il y a beaucoup de contenus qui n'existent pas en raison de l'absence de modèle d'affaires, beaucoup de gens qui changeraient de job pour une augmentation de 30%. Et il y a beaucoup de créateurs qui se mettraient à écrire sur un Substack pour une augmentation de 30%. Ouais, je vois. Et tout à l'heure, tu disais que finalement, c'est un moyen... en gros, que l'émergence est vraiment ce côté un peu... vraiment la percée des réseaux sociaux décentralisés viendra des développeurs. Et en gros, en leur donnant la créativité, tu as des exemples déjà d'applications qui existent et qui sont un peu... qui sortent du lot, qui sont marrantes en fait. Qui sortent du lot, j'aime beaucoup cette expression, c'est exactement ça, qui sortent du lot, qui peuvent pas exister autrement. J'en voyais une aujourd'hui qui m'amuse. C'est un développeur qui a rejoint Farcaster il y a 2 jours. C'est un gars qui est très drôle, donc il est vite devenu très visible. Et puis aujourd'hui, pour expérimenter, il a sorti une application qui s'appelle $1 pour voir combien de personnes ont payé $1. Et qui consiste, qui fait exactement ce que le titre dit. Pour savoir combien de personnes ont utilisé l'application et payé $1, il faut payer $1. Et je pense que si on regardait les stats, j'ai pas encore payé mon $, mais il est probablement sur plusieurs milliers de dollars payés dans l'application. Et ce qui est intéressant ici, ce qui sort du lot, bon évidemment l'application elle est amusante, c'est une petite blague pratique. Je pense qu'elle nous dit par ailleurs quelque chose d'intéressant autour du fait que de plus en plus le contenu c'est des applications. Les applications deviennent du contenu, elles sont tellement faciles à créer qu'elles deviennent du contenu. Mais par ailleurs ce qui est intéressant ici, c'est que c'est une illustration parfaite d'une app qu'on ne peut pas créer ailleurs, on ne peut pas créer ça aussi facilement sur Twitter, et c'est une illustration du pouvoir de mêler des rails de l'information avec des rails de paiement. Mais si demain tu crées cette application finalement sur l'App Store, ce serait quoi un peu les contraintes Alors, ce serait une grande difficulté de faire accepter à l'App Store de faire payer les gens pour rien. Ouais, parce que tu as la modération en fait aujourd'hui de l'App Store qui est un vrai bloqueur et qui peut décider du jour au lendemain de délister une application. C'est arrivé par le passé plein de fois. Exactement. Et puis par ailleurs, l'App Store prendrait, dans le cas où l'application serait admise comme recevable, l'App Store prendrait 30% des paiements réalisés. Et puis une fois de plus, la manière dont les paiements eux-mêmes seraient réalisés sont d'une telle friction qu'en fait il y a peu de chances que les gens l'utilisent de cette même manière. D'autant que dans le cas de Farcaster, de cette app, évidemment, c'est une app que personne n'irait télécharger sur l'App Store. Ça n'a pas de sens d'aller télécharger une application comme ça. La raison pour laquelle ça fonctionne sur Farcaster, c'est que dans Farcaster, elle est nativement inscrite dans le feed. Et donc, il y a quelque chose comme... il n'y a aucune friction. En fait, on voit le bouton, acheter, boum, hop. Ouais, c'est ça. Et l'opération est réalisée sans avoir à partir ailleurs. Ok, ouais. Donc, pour que les gens se projettent, en fait... tu consommes en fait au même titre que tu interagirais avec un contenu, un feed sur X ou sur LinkedIn ou peu importe, mais tu n'as pas besoin de télécharger l'application. Tout est natif en fait dans Farcaster. Ouais. Absolument. Moi j'aime bien dire Farcaster est aux applications ce que TikTok est à la vidéo ou ce qu'Instagram est à la photo. C'est-à-dire qu'on découvre l'application naturellement dans le feed et on peut l'utiliser directement à partir du feed. Ok. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Luc. Top. Merci Gary.